Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sylvain Delouvet, je suis maître de conférence en psychologie sociale à l'université Rennes 2 et je travaille sur les croyances collectives. Je vais essayer de répondre à la question suivante, en apparence extrêmement simple, comment se construit une théorie du complot? Mais avant de répondre à cette question, je vais vous proposer une petite expérience de pensée. Si vous le voulez bien, venez avec moi un après-midi d'été. Imaginez un bel après-midi d'été, vous souhaitez vous détendre, vous avez le temps, vous vous promenez et là, dans un champ, vous voyez un magnifique arbre qui forcément vous appelle. Alors vous allez vous allonger sous cet arbre et puis vous allez lire un livre, vous allez rêvasser, vous allez mettre à jour votre profil sur Instagram, bref, vous allez profiter de l'instant. Et c'est justement à cet instant précis, là, tout de suite, de manière abrupte, inopinée, qu'une pomme vous tombe sur la tête. Une pomme sur la tête. Pas juste à côté de vous, pas à 2 mètres, pas n'importe où sous l'arbre, mais sur vous, sur votre tête. Voilà le début de mon histoire. Parce que vous allez avoir envie de comprendre pourquoi cette si jolie pomme pour certains, cette fichue ou satanée pomme pour d'autres, est-ce peut-être même vraiment une pomme? Se poseront certains comme question. Bref, vous allez chercher à comprendre. Et voici notre point de départ. Comprendre le monde qui nous entoure. Expliquer le monde qui nous entoure. Expliquer les événements que nous rencontrons. Expliquer tout ce qui se passe autour de nous. Chercher, pour aller plus loin, les causes de ce qui se produit. Alors, il y a beaucoup de travaux en psychologie scientifique, en psychologie expérimentale qui expliquent pourquoi l'être humain, vous, moi, tout le monde, avons besoin continuellement, sans cesse, de comprendre notre environnement et de chercher les causes. Ce ne sera pas ici mon propos de cet après-midi, mais je pourrais répondre à des questions sur cet élément si vous le souhaitez ensuite. Finalement, ce n'est plus votre histoire, mais ce sera l'histoire d'un complotiste, d'un croyant et d'un scientifique. Oui, je sais, ça ressemble à un début de plaisanterie. J'ai hésité à rajouter le pape et un Américain, mais je me suis dit que c'était peut-être beaucoup. Alors, gardons juste ces 3 éléments-là, ces 3 personnes-là. Chacune de ces 3 personnes sous cet arbre, chacune de ces 3 personnes qui reçoit cette pomme sur la tête. Commençons rapidement par le croyant. Mettez ce que vous voulez derrière cette idée de croyance. Cela va d'un adepte d'une des 3 grandes religions du livre, en passant par un membre d'une obscure secte. Peu m'importe ici. Mais ce croyant qui reçoit une pomme sur la tête, cette pomme sur la tête, va immédiatement rejeter l'idée de hasard. Ce n'est pas un hasard si une pomme, non, cette pomme lui tombe dessus, sur lui, qui était présent à cet instant-là et pas ailleurs. Non, ça n'est pas possible que ce soit un hasard. C'est dû à quoi? C'est dû à qui? Eh bien, c'est une parfaite preuve, c'est une parfaite illustration de l'existence de la main du Créateur, du destin, de la nature avec un grand N. Mettez ce que vous voulez derrière selon votre niveau, votre type de croyance. Le scientifique, lui, ne va pas rejeter, a priori, l'idée de hasard. Après tout, Darwin n'a-t-il pas fait du hasard le fondement même de sa théorie? Donc le scientifique, lui, va peut-être prendre en compte cette idée de hasard. Au passage, vous aurez peut-être compris que toute référence à une histoire certainement apocryphe d'un autre arbre et d'un autre scientifique n'est pas du tout fortuite. Donc notre scientifique va chercher pourquoi cette pomme est tombée sur lui. Ou plutôt, pourquoi une pomme tombe. Ou pourquoi toute chose tombe. Et notre scientifique va, avec son langage scientifique, on en a eu un aperçu juste avant, avec son épistémologie scientifique, avec des échanges avec ses pairs, avec d'autres scientifiques, commencer à théoriser, à expliquer la chute, non pas forcément de cette pomme particulière, ça ce n'est pas de la science, mais la chute de toutes les pommes, et puis la chute des poires, et puis la chute de n'importe quoi. C'est grâce à son langage scientifique et son épistémologie scientifique, grâce à l'échange avec d'autres scientifiques, qu'une théorie va pouvoir s'élaborer, qu'une théorisation va pouvoir se mettre en place. Finalement, et pour clore mon exemple, le complotiste va s'y prendre de la même manière.
Oui, je sais, c'est un peu provoquant pour l'instant, mais laissez-moi continuer mon propos. Le complotiste va lui aussi chercher à théoriser le monde. Le complotiste va, avec son langage particulier, avec son épistémologie particulière, il va chercher à expliquer pourquoi cette pomme est tombée. Il va théoriser, mettez évidemment des guillemets, parce qu'il n'est pas scientifique, mais il va s'y prendre un peu de la même manière. Évidemment, son raisonnement sera biaisé, sera faussé. Pourquoi ? Parce que le point de départ de notre complotiste, il est toujours identique. Son postulat de base est qu'il y a un complot ourdi dans l'ombre qui serait à l'origine de la chute de cette pomme sur sa pauvre tête. Donc forcément, si le postulat de base est l'existence d'un complot, vous comprenez bien que derrière, quelle que soit la méthodologie employée, tout le raisonnement est faussé. Mais finalement, notre complotiste cherche lui aussi à expliquer, cherche lui aussi à donner du sens à ce qui arrive. En s'appuyant sur quoi ? En s'appuyant sur une théorie du complot. Alors, revenons-en au sujet de ma présentation de cet après-midi. Face à des événements tragiques, face à des événements marquants, face à des événements inattendus, la chute de la pomme, personne ne la prévoyait. Donc face à de tels événements qui peuvent survenir dans le monde, eh bien on remarque très souvent, peut-être de plus en plus souvent, on pourra en parler, l'apparition de ce que l'on appelle des théories du complot. Alors, pourquoi théorie ? Attention, ne mélangeons pas tout, il ne s'agit évidemment pas de discours scientifique. On parle de théorie dans le sens de théorisation naïve du monde. L'emploi du qualificatif naïf, pour moi, n'est pas péjoratif. Si je parle de théorisation naïve, je fais référence à une forme de savoir profane, de savoir non scientifique. Mais c'est bel et bien un effort de théorisation du monde. Un effort, encore une fois, complètement biaisé. Un effort qui consiste à essayer d'expliquer. Je voulais commencer par ça pour bien vous montrer qu'une théorie du complot, c'est une explication, c'est un récit explicatif. Mais on pourrait choisir d'autres types de récits explicatifs. Dieu, le hasard, la science, n'importe quoi d'autre. La théorie du complot a ceci de propre que la structure narrative est toujours identique. Elle s'appuie sur ce fameux groupe qui agirait dans l'ombre à notre encontre. Donc, une théorisation naïve qui, comme les théories scientifiques, je poursuis quand même mon parallèle, va mettre du temps à s'élaborer. Une théorie scientifique, quand bien même on raconte l'histoire de grandes découvertes, ne se fait pas du jour au lendemain, ne se fait pas en claquant des doigts. Eh bien, une théorie du complot, à l'origine, met du temps à s'élaborer. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle s'élabore en opposition avec la version officielle, donc il faudrait que la version officielle soit connue ou la version évidente. Elle s'appuie sur des faits particuliers, sur leur interprétation, certainement biaisée, on va en parler. Elle s'appuie sur des échanges entre amis, entre pairs, aujourd'hui via les réseaux sociaux numériques. Bref, raisonnement biaisé sur un postulat de départ, l'existence d'un complot. Ce que je vous raconte ne devrait pas trop vous étonner parce qu'il ne se passe pas une semaine, voire même un jour. Là, entre mon arrivée ce matin et le début de cette conférence, il y a encore un article qui vient de paraître dans la presse grand public. Il ne se passe donc pas un instant, un moment, sans que la presse, quotidien, magazine, mensuel, hebdomadaire, nous abreuve de théories du complot les plus farfelues, les plus compliquées, aux conséquences parfois dramatiques. Nous baignons donc toutes et tous dans ces fameuses théories du complot. D'ailleurs, on pourrait faire un petit test. Je pense que parmi vous, dans l'assistance, tout le monde a entendu parler de théorie du complot. Tout le monde pense savoir plus ou moins ce que c'est. Et parfois, il y a peut-être que même dans cette salle, il y aurait des complotistes. Bon, je le sais très bien, mais je ne vous dirai pas pourquoi je le sais. Aussi, peut-être à la fin. Donc, une théorisation naïve du monde. Alors, comment une théorie du complot s'élabore-t-elle ? Comment une théorie du complot se construit-elle ? Revenons à ma question de départ. Reprenons notre individu, pas forcément complotiste d'ailleurs à la base, un individu lambda, vous, par exemple. Comment vous allez expliquer l'événement qui est survenu,
Le fait de ne pas avoir eu de promotion, le fait qu'il y ait eu un attentat, une catastrophe naturelle, le décès tragique d'une personnalité à laquelle vous teniez tant, un chanteur, une chanteuse, un comédien ou une comédienne. Eh bien, tous les travaux en psychologie, mais aussi en sociologie, en sciences politiques, en histoire, les travaux sur le complotisme depuis quelques années sont très 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 nombreux, ont essayé de synthétiser, de reprendre tout ça. Alors, dans votre tête à vous, qui peut-être à la base n'êtes pas complotiste, dans votre tête à vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez traiter l'information de l'environnement extérieur. Je ne vais pas vous faire un cours de première année en psychologie, mais juste pour situer, Daniel Kahneman, un psychologue, un économiste, nous a expliqué dès les années 70 qu'il y aurait deux systèmes de pensée. C'est un peu plus complexe que ça, et ça s'est un peu plus complexifié après, mais restons pour l'instant sur cette idée de ce qu'il appelle un système 1 et un système 2. L'idée sous-jacente, c'est que chez chacun et chacune d'entre nous, nous aurions deux modes de raisonnement. Un premier mode qui est un mode, ce qu'il appelle la pensée intuitive, un mode peu coûteux, rapide, évident, facile d'accès, mais très très approximatif. C'est le lieu des stéréotypes, c'est le lieu des rumeurs, c'est le lieu de la catégorisation sociale à outrance. En gros, je me trompe souvent, c'est plus ou moins grave, mais c'est quand même très pratique dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Et puis Kahneman nous dit qu'il y a un second mode de pensée, qu'il appelle de manière extrêmement originale le système 2, qui est une pensée dite analytique. Alors cette fois-ci, c'est une pensée coûteuse cognitivement. On ne peut pas faire ça comme ça, on est obligé d'y réfléchir. C'est une pensée volontaire, c'est une pensée dite rationnelle, c'est une pensée logique. Et vous comprenez bien que dans la vie de tous les jours, très franchement, vous, moi, tout le monde, la plupart du temps, on préfère s'économiser. C'est-à-dire raisonner de manière un peu simple, un peu rapide, plutôt que d'enclencher un mode de raisonnement compliqué. Quand vous lisez un article de journal, quand vous écoutez la radio, vous avez tendance à préférer, nous avons tendance à préférer ce système-là. Et puis dans certains cas, on ne peut comprendre que si on fait appel au système 2. Mettons la conférence précédente. Dans la conférence précédente, vous ne pouviez comprendre, enfin moi je n'ai pas compris, mais vous ne pouviez comprendre que si vous avez un certain bagage intellectuel, que si vous faites un effort cognitif important pour suivre. Vous ne pouvez pas vous permettre là de faire appel à de simples stéréotypes ou à de simples rumeurs ou autres éléments de ce type-là. Eh bien, dans la tête d'un complotiste, ce qui se passe, c'est que l'événement va être interprété via ce système 1. Et dans ce système 1, c'est le cœur, le lieu, une expression que vous avez certainement vue, entendue, lue dans la presse, partout, des fameux biais cognitifs. Bon, normalement, il aurait fallu une petite musique, là, un petit peu stressante sur cet élément-là, parce qu'on vous sort cette carte du fameux biais cognitif. Oh mon Dieu, nous sommes toutes et tous pris dans ces biais-là, notre cerveau raisonne mal, nous ne sommes pas de bons ordinateurs, nous sommes des êtres humains. Et oui, nous sommes des êtres humains, donc notre cerveau fait des erreurs de perception du hasard, de perception de la réalité extérieure. Pour reprendre l'exemple précédent sur les lois mathématiques, nous sommes des très très mauvais mathématiciens. C'est-à-dire que nous voyons mal les mathématiques, nous percevons mal les probabilités, par exemple. Et donc très vite, nous pouvons tomber dans un certain nombre de biais. L'un des plus connus, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Alors je l'aime parce que ça fait un lien avec mes scientifiques de tout à l'heure. Le biais de confirmation d'hypothèse, je vous en dis juste un mot, c'est lorsque nous avons toutes et tous tendance à privilégier des éléments qui confirment notre croyance plutôt que des éléments qui les infirment. Je vais donc chercher ce qui va dans le sens de ma croyance plutôt que de chercher des éléments qui peuvent aller dans le sens de la croyance ou à l'encontre. Vous voyez l'inverse même du scientifique. Celui qui s'inscrit dans une démarche hypothético-déductive et qui va poser une hypothèse qu'il confrontera à la réalité. Là, mon hypothèse de départ, c'est ma croyance. Et je vais tout faire pour démontrer cette croyance. Donc je vais agir comme un mauvais scientifique. Entre vous et moi, il y a parfois certains scientifiques que je ne nommerai pas qui peuvent tomber dans ce biais de la confirmation d'hypothèse. Donc, notre complotiste, lui, il est totalement dans cette interprétation-là. Il est tellement persuadé qu'un complot existe, il est tellement persuadé que cette pomme qui lui est tombée sur la tête est due à un complot ourdi dans l'ombre contre lui et contre son groupe, qu'il va tout faire pour prendre les événements qui vont dans le sens de sa croyance. Donc j'écarte
ce qui va à l'encontre et je ne retiens que ce qui va dans le sens. C'est exactement sur ça que se base l'un des fameux algorithmes des réseaux sociaux, en particulier celui d'une grande plateforme de vidéos en streaming, pour ne pas la nommer, dans laquelle vous avez des vidéos suggérées, vous savez, sur le côté. Ces vidéos suggérées, elles le sont sur quoi? Sur ce que vous venez de voir, en supposant que parce que vous venez de voir une vidéo sur tel sujet, vous êtes intéressé à la même chose. Si maintenant vous regardez une vidéo sur le fait que peut-être vous pensez que l'homme n'a pas marché sur la Lune, cette grande plateforme de vidéos vous proposera d'autres vidéos dans le même ordre. C'est-à-dire que plutôt que de vous montrer des vidéos contraires, on vous renforce dans votre croyance. Alors je pourrais passer encore un quart d'heure sur ces questions de biais cognitifs, parce qu'il y en a des biais cognitifs pour résumer trop d'informations, pour raisonner vite, etc., etc. Nos complotistes, mais comme vous et moi, sont confrontés à ces biais-là qui renforcent leurs croyances. Cette théorie du complot qui va s'élaborer, elle va donc s'appuyer sur ces mauvais raisonnements, sur ces traitements de l'information biaisés, erronés. Elle va aussi s'appuyer sur ce qu'on appelle des procédés argumentatifs. Tiens, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le langage scientifique, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'épistémologie scientifique. L'épistémologie scientifique de nos scientifiques, ici, c'est une autre forme d'épistémologie. C'est ce qu'on appellerait une épistémologie populaire, pour reprendre les termes de Moscovici et Houston. Ça veut dire que c'est tout de même une épistémologie. Ça veut dire qu'un complotiste qui réfléchit, qui raisonne, qui argumente, ne le fait pas n'importe comment. Bien entendu, pour un esprit rationnel, comme vous, c'est comme moi, ça peut paraître étrange, ça peut paraître surprenant. Et pourtant, derrière, il y a des lois, il y a des régularités. Notre fameux complotiste va s'appuyer sur cette épistémologie populaire pour développer son propos. Parmi ces procédés argumentatifs, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. L'image, elle est parfaitement plaisante, c'est l'idée qu'on accumule plein de petits éléments qui vont donner l'impression qu'on appuie notre propos. En réalité, chaque petit élément pris séparément n'a aucune valeur. Mais si je commence à les accumuler parce que cet après-midi-là, vous vous rappelez quand vous êtes entré dans le champ, cet agriculteur qui vous a dit bonjour, et puis ces pommes, et puis ceci, et puis cela, et puis il était 16h44 quand la pomme vous est tombée dessus, est-ce un hasard? Et puis le soleil qui s'est caché à ce moment-là derrière un nuage. Plein de petits éléments qui n'ont strictement aucun intérêt. Mais si je les présente avec force, conviction, et surtout si je les accumule, cela donne l'impression d'un raisonnement qui appuierait mon propos. Et puis enfin, je parlais d'épistémologie, venons-en au langage, le langage complotiste, ce qu'on appelle la rhétorique. Ces éléments de rhétorique qui consistent à accuser une minorité, à accuser un groupe qui agirait dans l'ombre. Ces éléments de rhétorique que vous trouvez assez facilement sur, encore une fois, ces plateformes de vidéos. J'aurais pu vous montrer des extraits ici facilement, juste à la musique, au ton, à l'emploi de certains vocabulaires. Est-ce un hasard? Je dis ça, je ne dis rien, je ne fais que poser des questions. Vous voyez que ces petits éléments-là, déjà, mettent en alerte n'importe qui sur le discours qui va suivre. Donc nous avons ici toute une série d'éléments qui vont permettre à cette théorie du complot de s'élaborer dans la tête de notre compère complotiste. Alors justement, cette personne, qui est-ce? Je vous ai dit tout à l'heure que peut-être qu'il y en a dans cette salle, que je suis capable de les... Je suis psychologue après tout. Non, je plaisante. Est-ce qu'on peut définir un portrait robot de ce complotiste? Alors ça va aller assez vite parce que même s'il y a beaucoup de recherches, les synthèses de ces recherches sont parfois un peu contradictoires. Je vais vite écarter un premier élément. Au niveau sociopolitique, on sait que le complotisme est très fortement lié à l'anomie. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, vous pourrez me poser des questions dessus. Et on sait aussi que le complotisme est lié aux extrêmes politiques. Ça m'intéresse beaucoup plus. À savoir que plus on est extrémiste, extrême droite, extrême gauche, plus on est complotiste. Attention, c'est une corrélation. Ça veut dire que l'inverse est vrai aussi. Plus on est complotiste et plus on est extrémiste. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de causalité ici. En tout cas, ce que ça souligne, c'est que ce ne sont pas les puissants, ce ne sont pas ceux qui détiennent le pouvoir qui sont complotistes, c'est ceux qui ne l'ont pas. Le complotisme leur permet ici d'expliquer pourquoi ils n'accèdent pas au pouvoir.
Bon, il y a toute une série de travaux chez nos collègues en sciences politiques sur cette question-là, mais d'un point de vue psycho, dans ma discipline, en psychologie sociale, en psychologie expérimentale, ça ne nous explique pas vraiment comment, dans la tête d'un complotiste, ces éléments, ces théories s'élaborent. Alors regardons au niveau de la personnalité. Après tout, je vous l'ai dit, je suis en psychologie. Alors, est-ce que je peux vous faire une liste des traits de personnalité des complotistes ? Non, je ne peux même pas faire un peu de suspense. Non, je ne peux pas. Alors pourtant, ce n'est pas faute d'avoir de la littérature. Il y a des milliers. Quand je dis milliers, je ne mens pas. Je veux dire, la production sur cette thématique est pléthorique. Toutes les semaines, des articles sont publiés. Et il y a vraiment un nombre considérable d'études sur des liens entre traits de personnalité et théorie du complot, complotisme. Tout ce que ces études montrent, c'est qu'en agrégeant toute une série de traits de personnalité, on explique une part de la variance vraiment infime, de l'ordre de 10%, 15%, 20%. Si on accumule, mais après on cherche surtout le mouton à 5 pattes. Autrement dit, ce n'est pas une question de traits de personnalité. Ce n'est pas parce que vous êtes ceci ou cela que vous serez complotiste. Je ne peux pas décrire le profil type du complotisme. Alors c'est dommage, parce que souvent les autorités publiques, les gouvernements aimeraient bien qu'on puisse définir un profil type qui permettrait d'agir, évidemment, contre ces individus-là. Et puis, donc là, il y a vraiment énormément de travaux avec un collègue, Sébastien Dieguez. Nous faisons beaucoup de recherches nous-mêmes sur ces thématiques-là. Nous avons publié beaucoup d'articles scientifiques et nous avons surtout écrit un livre là récemment qui fait une synthèse de tout ça, une synthèse un peu critique aussi de tous ces travaux. Et ça nous amène au dernier point, et vous allez voir, ça fait une boucle avec le premier, c'est l'aspect motivationnel. Finalement, ce n'est peut-être pas tant une question de personnalité, ce n'est peut-être pas tant une question de ce qu'il y a dans notre tête, qu'une question de motivation à développer ces théories-là, à présenter ces théories-là. Par exemple, on sait très bien que sur Internet, ce sont les complotistes qui sont beaucoup plus motivés à faire entendre leur message que les non-complotistes. Ne mentez pas, dans la salle, qui était déjà passé des heures sur des forums pour expliquer que l'homme a marché sur la Lune, pour expliquer les bienfaits du masque ou de la vaccination. Alors, ceci dit, ce dernier point, si, avec la pandémie, peut-être que certains ont passé du temps à faire ça auprès de leur entourage, par exemple. Mais souvent, ce sont ceux qui ont un discours hétérodoxe, en l'occurrence ici un discours complotiste, qui vont prendre du temps, qui vont être motivés à le faire entendre. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que finalement, ma question du départ, elle était mauvaise. Ou plutôt, il y avait un problème de temps, un problème de conjugaison. Ma question du départ, c'était comment une théorie du complot se construit-elle ? Je devrais dire, finalement, comment une théorie du complot se construisait-elle ? Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus vraiment affaire à des théories du complot. C'est extrêmement rare. Alors, je sais bien que ça peut paraître surprenant, mais de vraies théories du complot, vraies, vous mettez des guillemets, théorie aussi, bon, vous mettez que des guillemets à ce que j'ai dit, mais des théories du complot, comme dans l'ancien monde, comme dans l'ancien temps, celle de Kennedy, 63, des théories du complot de ce type-là, elles nécessitaient du temps, elles nécessitaient une théorisation, elles nécessitaient des échanges longs, développés. Ces théories du complot, aujourd'hui, elles n'existent quasiment plus. Aujourd'hui, on est confronté à ce que l'on appelle plutôt une vision complotiste du monde. Il n'y a plus de théorisation, ce n'est même plus utile de théoriser. On utilise un filtre, c'est une vision systémique du monde. Je vois le complot tout le temps, partout. Et donc la théorie du complot, elle ne s'élabore plus, elle ne se construit plus. Elle est présente en amont. Et elle est tellement présente en amont que c'est l'idée que nous défendons avec Sébastien Dieguez, avec mon collègue, qu'aujourd'hui, ce complotisme, c'est un complotisme qui est une disposition à la fois cognitive, sociale, mais aussi affective et idéologique. Je vous ai mis une définition ici un petit peu large de ce qu'on entend par complotisme, pour vous montrer la différence que l'on essaye de présenter avec les théories du complot. Donc le complotisme est défini selon nous comme une disposition cognitive, affective, sociale et idéologique qui porte à expliquer le monde en termes d'entités secrètes et maléfiques qui œuvreraient à tromper les individus sur la réalité des choses de sorte à dissimuler leurs véritables intentions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement que
Aujourd'hui, être complotiste, c'est presque une marque, c'est presque une manière de s'identifier par rapport à d'autres. Je souscris à ce discours complotiste parce que je suis en marge, parce que je suis en opposition. Je ne théorise plus rien, je n'élabore plus rien. Je vous ai évoqué tout à l'heure les biais cognitifs qui peuvent être à l'œuvre dans une théorie du complot. Mais regardons-nous, on a tous un cerveau. On est tous contraints, on est tous dans ces fameux biais. Ça veut dire qu'on devrait tous être complotistes finalement, si les théories du complot n'étaient que l'œuvre de biais cognitifs. Or, nous ne le sommes pas tous, pas toutes et tous. Donc ce n'est pas qu'une histoire de cerveau, c'est une histoire aussi d'identité sociale, de revendication, d'appartenance communautaire. Je m'inscris contre, je suis en opposition, je me définis comme anti-vax. C'est quoi un anti-vax? Aucune idée. Tous les travaux sur le sujet ne peuvent pas définir de profil des anti-vax parce que ça agrège ensemble des personnes au profil idéologique, aux valeurs extrêmement différentes, mais qui se retrouvent derrière un même discours et qui vont utiliser le complotisme ici comme une grille de lecture de la réalité, comme une vision systémique du monde, un conspirationnisme, un complotisme systémique. Donc ce que je voulais défendre ici, avec vous cet après-midi, c'est que les théories du complot, telles qu'on les a étudiées pendant très longtemps, telles que des sociologues, des historiens ont travaillé dessus, des théories du complot anciennes, sur le complot judéo-maçonnique, sur les Illuminati, ou même plus folklorique sur les reptiliens ou les platistes, tout ceci aujourd'hui est presque dépassé, emporté par une forme de complotisme consumériste, par un recours à une vision complotiste du monde, tout simplement parce qu'elle satisfait à des valeurs, à une appartenance sociale, à une identité sociale. On voit comment, sur les réseaux socio-numériques aujourd'hui, il y a des gens qui diffusent ces théories-là, ces visions-là, sans même que la version officielle soit parfois existante. Vous vous rappelez de ma définition première ? Théorie du complot, c'est un récit explicatif qui s'inscrit en concurrence à la version officielle. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui que la version officielle existe pour qu'un discours complotiste arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nécessité de théorisation, il n'y a plus de nécessité de travail intellectuel, quand bien même il serait totalement biaisé ou faux. Attention, je ne suis pas en train de regretter un ancien temps du complotiste artisan qui travaillait lui-même. Je veux simplement souligner un glissement ici, qui n'est pas qu'un glissement sémantique, qui a des répercussions aussi au niveau des processus cognitifs, qui explique pourquoi extrémisme de droite et extrémisme de gauche sont parmi les plus complotistes. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes types de complotisme, mais derrière, ce qui est à l'œuvre, c'est bien un discours contre le système, contre les élites qui nous mentiraient, qui nous manipuleraient, contre lesquelles on serait en totale opposition. Je vous remercie pour votre attention. Je ne pense pas être complotiste. Mais, non, ma question, justement, sur ce complotisme donc, qui est contre. Voilà, le fait d'être contre. Est-ce que ça démontre, enfin, est-ce que c'est pas dû ou est-ce que ça démontre pas, je ne sais pas dans quel sens le prendre, une certaine paresse intellectuelle, c'est-à-dire sont souvent des personnes, voilà, il y a derrière une revendication identitaire sociale ou une détresse ou quand vous parlez de politique, vous dites que ce sont les extrêmes qui sont à la base, c'est vrai, souvent contre ou du moins pas modérés. Et est-ce que derrière ça, il n'y a pas une certaine paresse à pas vouloir... Enfin, c'est quand même beaucoup plus simple d'être contre que de chercher à régler les problèmes. Alors, que ce soit de manière globale, c'est-à-dire pour un groupe, qu'il soit politique ou autre, ou même individuellement. C'est-à-dire, si on est complotiste, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas derrière ça donc, cette paresse ? Alors, sur les derniers éléments, je suis d'accord avec vous. Par contre, je suis en désaccord avec cette idée de paresse. D'abord parce que dans ce que vous expliquez, ce n'est pas ce que vous avez dit, mais il faut faire attention dans l'idée que les complotistes seraient forcément les autres. D'abord, on peut soi-même être complotiste. En psychologie expérimentale, nous disposons de toute une série d'échelles, de mesures pour mesurer justement le complotisme. Je pense que si j'avais fait passer dans cet amphithéâtre nos échelles, il y aurait pu y avoir un degré de complotisme plus ou moins élevé, sans que ce soit un jugement péjoratif de ma part ou un jugement de ma part. Donc attention, les complotistes, ça peut être tout le monde.
Ensuite, cette idée de paresse me pose souci parce que finalement, c'est plus, selon moi, parce que nous baignons dans ce discours complotiste qu'il est plus facilement accessible. Dans notre livre avec Sébastien Dieguez, nous commençons le livre par un chapitre assez long sur la fiction, sur la pop culture, sur la littérature, les romans policiers, sur le cinéma, sur les séries télé. Et si nous avons choisi, nous sommes tous les deux psychologues, si nous avons choisi de commencer le livre par la pop culture, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, nous baignons constamment dans un discours complotiste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à côté d'un film au cinéma, d'une série télé, je peux vous en citer beaucoup des séries télé, ou de romans, vous connaissez la plupart des romans policiers, forcément des romans d'espionnage, où le complotisme est au cœur de l'intrigue. Ça fait partie de la trame scénaristique. Et donc c'est tellement facilement accessible, avec en plus une forme d'éléments positifs sur le complotiste, puisque c'est lui qui déjouerait les complots, qui mettrait à jour la vérité du monde, qui font passer, vous savez, ce mélange entre lanceurs d'alerte et complotistes, où on brouille les lignes. Et donc notre idée, c'est que finalement, on est tellement confronté à ce discours-là que, peut-être pas par paresse comme vous le dites, mais par facilité, il devient facilement accessible. Donc face à un événement que je ne comprends pas, face à un événement que la science ne peut pas expliquer, la science a parfois plus de questions que de réponses, eh bien le complotisme, un peu à la manière de la religion, offre une réponse à tout le temps. Et donc, comme en plus on connaît ce discours, cette rhétorique, eh bien, facilement, ça découle et on peut très facilement élaborer une théorie. Le plus simple, j'interviens parfois auprès d'élèves, d'adolescents. Si vous leur demandez de créer, d'inventer une théorie du complot sur n'importe quel sujet, vous leur laissez même pas 3 minutes, ils ont développé la théorie. Théorie entre guillemets. Pourquoi ? Parce que c'est tellement facile, c'est tellement accessible qu'aujourd'hui, ça ne nécessite même pas d'élaborer ou de raisonner. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai 2 petites questions. J'ai été très intéressé par cette idée qu'on est passé des théories du complot à une vision complotiste du monde. Première question, je voulais savoir s'il y a eu un événement ou une technologie, ou en tout cas quelque chose de marquant qui a fait qu'on est passé de l'un à l'autre. Et deuxièmement, je voulais savoir si, en étant passé à cette vision complotiste du monde, on a totalement abandonné quand même la théorisation, parce que quelque part, même les antivax, malheureusement, j'ai eu affaire à eux. On a, je pense, tous eu affaire à des antivax, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Ils ont plein d'idées, ils sont prêts à répondre à plein d'arguments, et donc quand même, il y a un effort de théorisation. Oui. Voilà, c'était mes 2 petites questions. Je vais essayer de répondre rapidement à ces 2 questions. Premier élément, non, il n'y a pas un élément particulier qui expliquerait ce passage. Mais il est vrai, je l'ai évoqué tout à l'heure, que les réseaux sociaux, il y a 2 éléments qui pour moi sont à prendre en compte sans qu'ils soient des éléments déclenchants. Les réseaux sociaux numériques, d'abord, qui n'ont pas permis une explosion des théories du complot comme on entend parfois, mais qui ont permis une accessibilité importante de ces théories-là. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'attendre des semaines ou des mois pour être confronté à quelqu'un qui aurait un avis un peu concurrent à la version officielle. En quelques instants, sur votre smartphone, alors que l'événement vient de se produire, vous avez un tel et de son pseudo Twitter qui vous donne accès à cet élément-là. Donc ça simplifie l'accès et ça permet d'élaborer finalement moins. Donc les réseaux sociaux numériques et puis une méfiance, non j'irai plus loin, une défiance vis-à-vis des autorités instituées, les États, la science, les scientifiques, qui est grandissante dans le monde, qui n'est pas due au complotisme. Le complotisme est plutôt une conséquence qui peut être liée aux mensonges de ces mêmes États, qui peut être liée au vrai complot de certains de ces gouvernements et qui alimente cette critique sous-jacente, immédiate du gouvernement. Il nous ment, il nous manipule, c'est faux. Ça explique d'ailleurs qu'on trouve parfois des individus qui sont prêts à croire à des éléments totalement opposés. En réalité, ils croient surtout qu'on leur ment. À partir du moment où j'imagine que le gouvernement me ment, je peux accepter tout et n'importe quoi, même son contraire. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément sur cette idée de théorisation, oui, je parle ici de monsieur, madame, tout le monde. Je parle de la vie quotidienne. Parce que derrière, on l'a vu avec la pandémie, on a des personnes qui sont plus dans un business du complot, qui vont essayer de théoriser, de développer des éléments-là, pour un intérêt, capter l'attention sur les réseaux sociaux, sur leurs plateformes, avoir de l'importance, avoir de l'argent ou des choses comme ça. Mais ce sont ces producteurs de complots, comme je pourrais les appeler, ils sont finalement très minoritaires.
la majorité de la population n'est plus à cette élaboration-là. Oui, j'avais un point, une question à vous poser. Le terme complotiste est un terme qui me gêne un peu parce que c'est une sorte d'anathème pratique pour le sachant qui peut ainsi excommunier assez facilement toute mise en doute de choses qui pourtant mériteraient de l'être. Je prends un exemple. Il est quand même un fait indéniable qu'en France, à l'heure actuelle, 90 ou 95% de la presse est dominée par une dizaine d'oligarques, pas plus. Et que donc, le contenu qu'on trouve dans cette presse mérite peut-être, dans certains cas, d'être pris avec un peu de recul. Si, à partir de là, on se trouve traité de complotiste, et Dieu sait que ça m'est arrivé quelquefois, eh bien, je serais tenté de dire que je le revendique absolument. Alors, merci beaucoup pour votre intervention, parce que justement, ça montre une vraie évolution. C'est-à-dire qu'il y a encore 4-5 ans, un certain nombre de travaux de mes collègues travaillaient sur l'aspect péjoratif, connotatif, de l'étiquette complotiste, conspirationniste. C'était effectivement jeté face à quelqu'un pour clore un discours, souvent en disant « de toute façon, je n'évoquerai pas, je ne parlerai pas avec vous, vous n'êtes qu'un complotiste ». Et on a vu, via la pandémie, une accélération de cette identité sociale que j'évoquais, de cette appartenance sociale. Et comme vous l'avez terminé, votre exemple, il est parfait pour moi, merci beaucoup, comme vous l'avez terminé aujourd'hui, on retrouve des individus qui se revendiquent complotistes, ce qui n'existait pas il y a 3-4 ans. On voit dans des manifestations des gens qui disent « je suis complotiste et j'en suis fier ». Alors qu'avant, on avait plutôt tendance à ne pas l'évoquer ou au contraire à l'utiliser de manière négative. Et ce glissement, il est dans ce que j'évoque, moi, justement, sur cette vision du monde. Parce que celles et ceux qui se revendiquent complotistes, et je terminerai par là, souvent font un lien entre une forme de complotisme et d'esprit critique. Je suis complotiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'accepte pas la version officielle parce que moi, je réfléchis par moi-même. Mais revenez à mon histoire de pomme de tout à l'heure. Le postulat de base de tous les complotistes, c'est qu'il y a un complot. À partir de là, si c'est leur postulat de base, voyez bien que tout le raisonnement derrière, il est faussé. On peut tout à fait être critique, on peut tout à fait se poser des questions, on peut tout à fait remettre en cause les versions officielles, les versions des médias. Mais si on cherche à prouver que le complot existe, eh bien forcément derrière, souvent, on va le trouver. La preuve ultime du complot, et je termine par là, pour les complotistes, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Pour un complotiste, un complot réussi, c'est lorsqu'il n'y a pas de preuve. Dès lors, comment voulez-vous, avec un argument rationnel ou scientifique, expliquer qu'il n'y a pas de complot? Bon, j'ai quelques minutes pour faire la synthèse. Bon, très rapidement, pour commencer, je pense qu'il y a un point fondamental et qui est particulièrement intéressant pour tout le monde, c'est le miroir que propose ce type de sujet avec la démarche scientifique et avec cette idée qu'en fait, le complotisme, comme vous le faisiez remarquer au début avec cet exemple de la pomme, et en fait dans une situation où il se met en questionnement face au monde, on va dire, et où il essaye de se poser la question de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Donc a priori, on est dans une démarche qui est proche de la démarche scientifique, et ensuite vous avez essayé d'expliquer et de nous montrer pourquoi ces deux démarches sont différentes. Il y a plusieurs points qui ressortent. La première chose, c'est le fait que c'est une construction théorique, donc le complotisme, qui est semblable à une autre, mais qui disons, apparaît en concurrence avec un récit qui serait officiel, disons. Et donc, en tant que récit explicatif, il est en concurrence avec un autre récit, qui serait le récit officiel. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, en fait, vous avez aussi évoqué ce point qui est que ce type de récit complotiste est extrêmement développé, élaboré, notamment dans les séries, dans les films, etc. Donc, en fait, ce serait presque une forme de logique de récit ou un type de récit répandu qui viendrait se calquer dans la fiction comme étant quelque chose de très romantique ou très plaisant, mais qui, dans la réalité, n'est pas forcément aussi simple à mettre en œuvre, à prouver ou à imposer, disons. Le deuxième point de différence avec les autres récits, il me semble que c'est le type de situation dans laquelle se trouvent les complotistes et, disons, dans quelle situation on construit ce type de récit. Et vous avez évoqué, en fait, surtout des situations
que vous avez appelés tragiques ou difficiles, comme des attentats, une absence de promotion, ou une fin du monde, ou des inégalités économiques. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que ce sont des situations qui touchent d'emblée à l'individu, et pas seulement, comme le scientifique, on va dire, au monde ou à une nature qui serait distincte. Donc à des questions qui sont d'emblée politiques, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les éléments que vous avez mis en avant pour expliquer la particularité de qui sont ces complotistes sont des éléments qui, en fait, se retrouvent dans d'autres... enfin, un peu chez tout le monde, finalement. Donc les biais cognitifs que vous avez mentionnés sont ceux auxquels on est tous confrontés. Vous avez parlé d'épistémologie populaire, mais j'imagine qu'il doit y avoir plein de types d'épistémologie populaire qui ne sont pas forcément celles des complotistes. Vous avez parlé d'un langage et d'une rhétorique qui, à mon avis, là aussi, peut être... il y a tout un tas de types de langage et de rhétorique qui ne sont pas complotistes et qui sont partagés par tout le monde. Et donc finalement, la question, c'est qui sont ces complotistes ? Qu'est-ce qui les caractérise ? Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez montré et mis en avant qu'il n'y a pas vraiment dans la littérature d'éléments qui sont frappants et qui permettent vraiment de caractériser un profil socio-économique ou culturel. Et donc il n'y a pas de profil type, si ce n'est l'idée que ça permet d'avoir une appartenance sociale. Et donc je pense qu'on retombe là aussi sur des questions finalement assez politiques. Et aussi sur ces questions de fiction qui étaient peut-être de se représenter en sachant, en héros, alors que ce n'est pas forcément le cas dans la vie sociale normale, disons. Donc pour terminer, je reviendrai juste sur la fin de ce que vous avez dit, que donc, ce passage d'une vision, d'un modèle théorique complotiste à une vision du monde complotiste, qui fait écho au thème de la conférence, à mon sens, dans le sens où ce qui se passe, c'est qu'on passe d'une construction d'une théorie à, on va dire, la diffusion d'une vision plus diffuse et qui montre qu'on passe quand même par une phase de construction qui ensuite est reprise et acceptée, et on va dire plus facilement mobilisable une fois que le récit explicatif est, disons, construit, partagé et à peu près rendu, disons, canonique, pour faire simple. Merci beaucoup.